On ne vous a encore jamais présenté de Smart Hub Audio, et pour cause, on vient d'inventer le terme avec Marc. Smart Hub Audio. On se demandait comment on allait appeler ce bitonio, comme on a l'habitude de dire. Marc, bonjour. Ce Smart Hub Audio. Alors, c'est vrai que les trois termes clés sont dans l'appellation qu'on lui a donnée à ce bitonio. Il va s'agir aussi un petit peu de bricolage, on va dire ça comme ça, de petit bricolage, hein, de gentil bricolage. C'est un gentil bricolage, mais alors, bitonio ici, par contre, le terme n'est pas vraiment adapté parce que vous allez partir sur quelque chose qui existe déjà. En fait, oui, c'est du bricolage, c'est du do-it-yourself pur et dur. Si vous aimez mettre les mains dans le cambouis ici, vous n'allez pas être déçus. Mais avant peut-être de revenir sur la nature du bricolage en question, on va peut-être présenter le truc tout bêtement. Oui. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un bidule, parce qu'il n'y a pas d'autre. Enfin, si, on va aller. On a choisi le terme Smart Hub Audio parce qu'effectivement, on va vous permettre de créer ce qu'on appelle un Smart Player. Voilà. C'est-à-dire un petit bidule que vous allez pouvoir brancher sur votre réseau local, en Wi-Fi ou en Ethernet, et qui va vous permettre de diffuser de la musique et également de servir éventuellement de serveur musical et éventuellement de servir de point d'accès AirPlay et éventuellement de servir de point d'accès Spotify et de faire énormément d'autres choses toujours au niveau audio. Et tout ça avec un investissement de base qui est extrêmement réduit puisque tout ce qu'il vous faut pour commencer, c'est un Raspberry. Voilà, c'est un petit Raspberry, un petit ordinateur, une petite bébête qui coûte 35-40 € dans toutes les bonnes boucheries. Oh, avec l'équipement qui va autour, le petit boîtier, etc. Comme tu l'as là, c'est une soixantaine d'euros, quoi. Oui. Voilà, là c'était un kit qui est vendu sur Amazon complet, qui vient avec donc le petit boîtier qui est très pratique. Il existe des boîtiers moins chers, hein. Ça c'est le boîtier déjà un peu plus haut de gamme. Il y en a encore des plus haut de gamme en bicolore, mais bon, on n'allait pas se casser la tête non plus. Et donc c'est vendu avec une alimentation USB et un peu des petites ailettes, des petits radiateurs pour mettre sur le CPU. Et globalement c'est tout. Donc celui-ci coûte de mémoire, c'était 65 €. Mais vous trouvez le PCB nu, parce que globalement, à l'intérieur, vous avez juste un petit PC. Et ceux qui regardent le podcast sur vidéo voient l'illustration. C'est juste une petite carte mère avec des ports USB, un port Ethernet, et c'est tout. Voilà. Et donc, l'avantage de ce truc, c'est que, grosso modo, vous allez pouvoir lui faire tourner, si vous ne connaissez pas encore, vous allez pouvoir le faire tourner avec une distribution Linux. À la base, c'est ça. Alors, la distribution Linux de base, c'est une distribution Debian adaptée qui s'appelle Raspbian, qui fait beaucoup de choses très bien. Mais ici, Picor Player, puisque c'est le nom du truc qu'on va installer, va se baser sur une autre version de Linux, qui est une version extrêmement réduite, qui s'appelle en fait Core Linux, tout bêtement. C'est une distribution extrêmement petite dans le sens où elle tient dans 80 mégas. Ah oui, donc c'est vraiment léger. C'est ultra léger. L'autre avantage, c'est que ça lui permet, donc Tiny Core Linux, qui est le nom officiel de la distribution, Tiny Core Linux, permet en fait non seulement de faire tenir la chose sur, ici, bon, j'ai une carte de 2 gigas, mais normalement je mettrais une carte de 512 mégas, ça irait encore. La distribution complète fait 80 mégas. Mais ça permet également d'avoir un appareil qui démarre très vite. Ici, si vous l'allumez, donc vous le branchez, il est actif en 12 secondes. Oui, c'est ça, le temps de booter, quoi. Le temps de booter, c'est même plus rapide que certaines Squeezebox originelles, vu que, je rappelle, ceci, en fait, remplace en grande partie une Squeezebox. Pour savoir ce qu'est une Squeezebox, je vous renvoie à un autre hors-série qu'on a fait il y a longtemps. On essaiera de retrouver la référence pour vous. Sur un appareil qui, en fait, était un player audio, donc la partie packagé commercialement avec un baffle dedans et tout, qui, grosso modo, vous permettait de streamer de la musique de différentes sources locales, des services, etc. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on parle ici de ce qu'on appelle en général un media center, audio, hein, on parle aussi de web radio des fois, hein, c'est des boîtes qui peuvent se connecter sur des flux de streaming, Shoutcast ou Icecast sur Internet, forcément. Donc c'est dans cet esprit-là que ça fonctionne. Hein, c'est tout à fait ça. Hein, voilà. C'est tout à fait ça. C'est une box en fait qui fait du streaming, principalement. 90% de ce qu'elle fait, c'est du streaming, mais elle va également permettre, comme je l'ai dit, de servir de point
points d'accès pour plusieurs protocoles. On va revenir dessus. Donc, en fait, pour commencer, donc une fois que vous avez votre Pi, une fois que vous avez la petite carte micro SD qui va avec, donc je rappelle quand même, on va dire une carte 1 giga, c'est ce qu'il faut normalement pour que ça tourne convenablement. C'est ça. Voilà. Vous téléchargez l'archive de la distribution, donc vous téléchargez l'image sur le site Picor Player, on vous a mis le lien en bas, vous le mettez sur la carte micro SD avec un utilitaire style Win32 Imager ou Rufus si vous êtes sous Windows, ou d'autres utilitaires du même genre. Alors, vous cherchez simplement sur Google, créer une clé USB bootable, et vous allez avoir le même truc. Oui, ou de manière générale sur les tutos liés à Raspberry Pi, où on explique en général les bases de l'installation, forcément, parce que sinon on ne sait pas s'en servir. Donc comment et quels sont les petits utilitaires pratiques sur PC, sur Mac, etc. pour créer sa petite carte SD qui va bien avec la distribution que l'on désire pour faire ce que l'on désire ici, en l'occurrence le Picor Player. Exactement. Et donc, une fois que c'est fait, que vous avez votre petite carte SD, vous la mettez dans le Raspberry, vous allumez le Raspberry, et, point important, vous connectez pour la première fois votre Raspberry à un port Ethernet. Oui. Il y a moyen de le faire sans. Il y a un petit descriptif qui est expliqué sur le site de Picor Player, qui consiste en fait à aller pré-injecter les données de votre réseau Wi-Fi sous forme d'un fichier de configuration texte, mais moi j'aime pas trop parce que à un moment donné il y a une faille de sécurité parce que votre mot de passe Wi-Fi et votre SSID va se retrouver en clair dans le fichier, ça c'est pas top. Oui, donc, par contre après il est tout à fait possible de passer sur le Wi-Fi et de débrancher l'Ethernet. Donc l'idée là ce serait au moment de la création de la carte SD, on va dire ça comme ça, d'y intégrer déjà les données du réseau en fait. C'est ça. Voilà, vous avez un petit fichier de configuration qui fait 4 lignes, qui reprend le SSID, le mode de connexion, le mot de passe, le type, etc. Ouais. Et simplement, ce petit fichier, au moment où le Pi va booter, il va être lu et vous allez être connecté. Mais comme je dis, il y a cette faille de sécurité potentielle. Donc, moi, j'aime pas trop. Autant, en plus de ça, c'est un peu casse-tête, autant directement le brancher avec un bon vieux câble des maisons et exactement. Allons-y, quoi. De toute façon, vu le public auquel ce genre d'appareil se destine, vous avez forcément toujours un câble Ethernet qui traîne quelque part. Un petit hub quelque part, voilà, et c'est parti. Et donc on le branche. Et donc on le branche, tout bêtement, et une fois qu'il est branché, vous allez y accéder via une interface web. Donc vous repérez l'adresse IP de votre Pi, c'est facile à trouver, hein, si vous avez un routeur qui liste les différents appareils qui sont connectés, ou que vous avez un utilitaire de scan de réseau qui se trouve facilement aussi, vous allez rapidement retrouver l'adresse IP de votre Pi, vous rentrez cette adresse IP dans votre navigateur et vous allez rapidement débarquer sur l'interface web qui est très bien faite, extrêmement complète, extrêmement claire de votre Picor Player. Et à partir de là, grosso modo, vous avez accès à tout. Donc par défaut, vous avez dessus une application qui s'appelle Squeezelight. Squeezelight, c'est grosso modo ce qui va vous permettre de faire considérer votre Raspberry comme une Squeezebox. Donc la Squeezebox, on le rappelle, c'est un récepteur audio qui va vous permettre de streamer de la musique. Cette musique, elle provient soit de fichiers locaux, des OGG, des WAV, des MP3 que vous avez quelque part sur un PC, sur un serveur, sur un NAS, n'importe où, et qui vont être servis via une plateforme qui s'appelle LMS. LMS, c'est Logitech Media Center. C'est en fait donc un serveur média principalement orienté audio. Il y a moyen de le bidouiller pour faire de la vidéo, mais c'est pas sa vocation, donc on va faire l'impasse là-dessus ici. Et ce serveur va donc vous permettre de streamer la musique que vous aurez mis quelque part et de la faire reconnaître via une Squeezebox ou, dans ce cas-ci, le Raspberry avec Picor Player qui fait tourner Squeezelight. Donc, grosso modo, l'application Picor Player va créer un nouvel appareil qui va être identifié et reconnu par Logitech Media Center, et donc Logitech Media Center va pouvoir envoyer l'information et streamer vers ce point d'accès. Pour contrôler LMS et pour contrôler Picor Player, il existe aussi bien sur iPhone que sur Windows Phone, que sur Android, que sur PC, sur Mac aussi je pense, des applications dédiées qui font en fait office de télécommande. C'est-à-dire via ces applications, vous allez avoir accès déjà à la liste complète des fichiers et des musiques qui sont hébergés sur votre serveur via LMS. Vous allez avoir accès à tous les plugins
que LMS propose, et ça on va revenir rapidement parce que c'est ce qui fait vraiment la force de tout le système. Vous allez avoir accès à tous vos flux, comme tu le disais juste à l'instant, des flux Wisecast, des flux Shoutcast. Donc autrement dit, toutes les web radios qui émettent dans le monde, il y en a quand même quelques centaines de milliers, il y a de quoi écouter quand même, sur à peu près tous les sujets que vous voulez. Et vous allez pouvoir également, à partir de là, utiliser toujours via LMS, toujours via les fonctions de LMS, vous allez pouvoir utiliser votre petit bidule comme un player, mais également vous allez pouvoir vous en servir à la limite comme un réveil, vu qu'il y a des fonctions réveil dessus. Ah oui. C'est pratique de se réveiller le matin avec la musique qu'on veut et on dit voilà, à tel jour, telle heure, tu me fais tel type de playlist. Le lundi matin c'est hard, donc on y va avec du métal industriel. Le vendredi c'est déjà plus soft, donc tu vas avec du new age, etc. Donc c'est sympa, tout ça est programmable. Petite question, juste en passant, parce que tu parles de streaming et de fichiers audio, est-ce qu'il y a également moyen de s'abonner à un podcast, par exemple les technos? Alors, il y a des plugins, effectivement, parce qu'on va le voir. Ce qui fait la force de LMS, c'est son écosystème de plugins qui est juste gigantesque. D'accord. Et il y a notamment, effectivement, des plugins qui permettent de gérer les formats Shoutcast. Et donc de s'abonner à des services. Si tu as des services qui proposent le format Shoutcast, ils sont quasi tous le fait, avec des publications de podcasts, donc des publications, l'équivalent des publications RSS, des flux de podcasts et des annuaires de podcasts, tu peux t'abonner et les trucs vont automatiquement te notifier via LMS que poup, tu as un nouveau numéro. Donc oui, ça marche. Super. Bon, il y a un peu de bidouillage, hein. Ça reste un truc où il faut un peu mettre les mains dans le cambouis. Même si vous achetez une Squeezebox, enfin, si vous trouvez, parce qu'on n'en vend plus, ça se trouve uniquement sur eBay maintenant ou sur les sites de vente en seconde main. Mais si vous avez une Squeezebox, que vous sortez de la boîte et que vous la branchez, il y a quand même un petit peu de tripatouillage dans les tripes du système parce que voilà, il y a quand même des trucs un peu expérimentaux. Il y a des plugins qui sont pas forcément toujours stables. J'ai encore eu le cas il y a 2-3 jours en testant différents plugins pour AirPlay, il y en a un qui faisait rebooter mon truc en ligne. C'était voilà. Plutôt embêtant. Ouais. C'est pas top. Donc là, il faut y aller, il faut rentrer en ligne de commande, il faut aller effacer les fichiers de config pour espérer que ça marche. Ça a marché, mais bon. Donc, revenons rapidement sur notre petit bidule. Alors, globalement, à la base, la sortie audio du Pi est une sortie de bonne qualité. C'est quelque chose qui est tout à fait convenable, tant au niveau de la dynamique que du parasitage. Bon, c'est pas du haut de gamme, c'est pas de l'audiophile. Oui. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'au niveau hardware, Picor Player va vous permettre de travailler sur différents protocoles. C'est-à-dire, à la base, le Pi, c'est un ordinateur pour bidouilleurs. Et donc, on peut brancher grosso modo ce qu'on veut dessus. Il y a d'ailleurs un port d'extension, qui est le port GPIO, sur lequel vous pouvez mettre des cartes d'extension. Ces cartes d'extension, elles sont notamment présentes sous forme de cartes DAC, c'est-à-dire des convertisseurs digital audio numérique, qui vous permettent d'avoir du son de qualité supérieure. D'accord. Et donc, il y a toute une série de cartes DAC pluggables sur le port GPIO ou sous forme de petits sticks USB qui sont supportés par Picor Player. Alors, par exemple, vous avez les DAC Allo Boss, vous avez les DAC Allo Piano, vous avez les DAC hi-fi Berry qui sont bien connus avec des entrées plaquées or et des convertisseurs vraiment redondance, etc. pour donc avoir c'est vraiment là où on attaque c'est le convertisseur, quoi. Là, c'est le convertisseur. Et le convertisseur est géré en natif directement par la distribution. Sans devoir rajouter quoi que ce soit. Vous pluguez le convertisseur, vous choisissez le type de convertisseur que vous utilisez dans la config de Picor Player, et c'est tout. Et vous avez même, pour certains convertisseurs, accès à certains paramètres qui vous permettent de fine-tuner vraiment en disant, par exemple, je veux utiliser du gain en plus, je veux mettre une compression. Voilà, tu peux vraiment aller assez loin dans l'utilisation et le paramétrage de ce que tu veux mettre derrière. D'accord. Donc tu peux arriver avec un petit bidule qui au final va te coûter $150, parce que bon, un DAC de qualité peut quand même coûter $70-80. Pour un truc qui au final va te coûter $150, tu peux arriver avec une solution. Alors, ça reste du pseudo-audiophile, mais c'est quand même du très haut de gamme par rapport à un truc tout venant que tu vas trouver dans le
commerce. Oui, parce que, in fine, la qualité audio, même si on y met des convertisseurs de qualité, etc., ce sera toujours tributaire de la qualité initiale du fichier ou du flux audio. Oui, quoi, mais mais étant donné que LMS supporte une grande variété de formats audio, rien ne t'empêche de mettre du FLAC ou du fichier du format. Tu peux prendre des trucs en WAV, PCM 16 bits, non compressé. Et là, tu as des fichiers monstrueux, mais tu as une qualité qui suit. Et il faut un réseau qui tienne debout aussi. Et là, tu as intérêt à avoir du gigabit derrière, tu as intérêt à avoir une liaison filaire derrière, parce qu'effectivement, bon, le PI est limité en 100 mégabits, c'est suffisant pour streamer du truc lossless, mais en Wi-Fi, par contre, ça risque de parasiter un peu. Voilà. Donc c'est pas conseillé non plus. Donc il faut trouver son juste milieu, on va dire, et voilà. Si vous avez des contraintes de place pour stocker vos morceaux et que vous vous foutez un petit peu de la qualité, ou que, toute proportion gardée, je n'accuse personne, vous écoutez de la musique de merde, du 64K ou du 128K, ça suffit largement. Si vous aimez avoir une qualité quand même valable et que vous avez une installation qui tient la route et que vous achetez par exemple une petite clé USB Cirrus Logic par exemple, qui fait des très bons convertisseurs budget à $50, qui va déjà vous donner une sortie optique ou une sortie audio numérique avec un connecteur plaqué or, donc déjà qui offre une bonne qualité. Prenez par exemple un truc en 320 kbits, même Spotify émet en 320 kilobits, et donc vous avez déjà quelque chose où le spectre dynamique est plus large, la compression est mieux maîtrisée, vous avez un son de qualité. C'est pas du CD, mais c'est écoutable par 99% des gens sans qu'ils y trouvent à rouspéter. On est bien d'accord qu'une fois qu'on a le fameux DAC en plus du Raspberry Pi qui va bien, etc., il faut quand même un ampli derrière il faut un ampli valable derrière, exactement. C'est pas avec des petits baffles à 15 € branchés dessus que ça va donner quelque chose. Il faut un ampli derrière, il faut idéalement... Encore une fois, ça c'est un débat qu'on peut avoir. Si ça vous intéresse, dites-le nous, on fera les recherches on pourrait faire un hors-série dessus. C'est de nouveau le débat, est-ce qu'un ampli généraliste, style un ampli audio-vidéo, comme on a aujourd'hui de plus en plus, mais qui généralement fait un peu l'impasse sur la partie audio, est suffisant, ou est-ce qu'il faut avoir un ampli dédié pur stéréo avec des étages d'amplification distincts, discrets? Voilà, ça c'est encore là. On peut aller très loin, on peut s'acheter un ampli de base stéréo de bonne qualité à 300 €, on peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros, encore une fois. Et si on est un vrai bidouilleur, on peut le faire soi-même. Et si on est un vrai bidouilleur, on peut le faire soi-même. Il existe d'ailleurs des kits qui permettent de faire des amplis à tubes, qui sont considérés par les puristes comme le top ultime, parce que c'est ce type de technologie qui offre encore le son le plus pur. À voir, évidemment, chacun évaluera en fonction. Il y a un truc pour émettre. Après, c'est ça. Amplifier. Donc, on en était où On en était, donc, vous avez votre bidule, vous avez sélectionné vous avez sélectionné le mode de sortie. Ensuite, vous avez peut-être envie d'enlever le fil. Je parle du fil, je parle du câble Ethernet. Vous avez le moyen de connecter votre Wi-Fi, simplement. Voilà, vous paramétrez votre Wi-Fi de manière très simple. Vous avez la possibilité également, et c'est là que c'est appréciable, de mettre à jour Picor Player automatiquement. Donc il y a des fonctions qui permettent d'auto-updater. Dès qu'il y a une nouvelle version de la distribution, il va la pomper, il fait l'installation tout seul comme un grand. Pour les plus puristes d'entre vous, vous avez la possibilité de lui dire tu me laisses une backdoor derrière, je puisse aller te chatouiller en SSH, parce que par défaut, c'est pas prévu, mais il y a moyen de le faire. D'accord. Et puis surtout, vous avez la possibilité, si vous n'avez pas de machine dédiée à cet effet, de lui faire tourner LMS lui-même. Donc non seulement il va devenir l'émetteur, il va devenir le récepteur dans la chaîne Logitech Media Center, mais vous avez également la possibilité de faire tourner LMS dessus. Et donc, votre appareil devient à ce moment-là une entité complète. D'accord. Et là, ça devient intéressant pour en faire un truc qui est full streaming. Parce que vous n'avez besoin de rien d'autre. Si vous partez du principe que vous n'avez pas besoin de morceaux physiques derrière, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un gros répertoire avec vos MP3, vos OGG ou vos WAV, et que vous satisfaisez de l'offre pure streaming, à ce moment-là, LMS devient une alternative intéressante sur l'appareil lui-même. D'accord. Parce que vous n'avez besoin, grosso modo, de rien d'autre. Et donc, LMS, l'avantage, on l'a dit, c'est qu'il a un écosystème de plugins assez monstrueux. Cet écosystème va vous permettre de faire une foule de choses. Alors, à la base, il faut aussi savoir que, et je vais peut-être passer par là avant d'arriver à l'étape suivante, parce que ça va faire le pont, le Raspberry
c'est généralement ce qu'on appelle un appareil headless, c'est-à-dire il est fourni tel quel et il se pilote 9 fois sur 10 sans interface. Vous l'attaquez en ligne de commande, vous l'attaquez via une interface web, vous l'attaquez, vous pouvez faire du externe dessus si vous avez envie, si vous êtes assez puriste, mais vous n'avez pas d'affichage. Oui. Par contre, il existe dans un des kits Raspberry un petit écran tactile 7 pouces que l'on va connecter, il y a un petit port qui va bien dessus, et à cet effet, Picor Player supporte également un plugin qui va vous permettre de... Alors, je n'ai pas le nom ici directement en tête, mais ce plugin va vous permettre d'avoir un affichage et un contrôle des portées sur ce petit écran tactile. Et à ce moment-là, vous pouvez intégrer le Pi donc dans un boîtier. Il existe des boîtiers qui intègrent le Pi et l'écran. Et vous avez grosso modo refait une Squeezebox complète avec l'affichage, puisque la Squeezebox était effectivement équipée d'un petit afficheur. Et qui dit écran tactile dit que vous pouvez contrôler l'entièreté de la chaîne via cet écran tactile. Et vous avez donc un appareil totalement indépendant que vous pouvez mettre à côté de votre chaîne hi-fi. Vous pouvez toujours le commander via votre application, application iOS, application Android, application Windows Phone ou en console web sur votre PC ou votre Mac. Mais vous pourrez également le contrôler avec votre joli petit doigt sur l'écran tactile que vous aurez connecté dessus. L'interface n'est pas des plus léchées, mais elle fonctionne, elle est efficace, elle est pratique, sans plus. Et je crois que pour les plus esthètes bidouilleurs d'entre vous, il y a moyen de skinner le truc. Ok. Ça ressemble à quoi, le Logitech Media Server, parce qu'on a quand même quelques slides aussi à montrer. Ça ressemble à quoi? C'est une interface web, de nouveau, tout se fait via interface web. Le Logitech Media Center Media Server va s'installer soit sur votre PC, mais ça implique que le PC doit rester allumé en permanence si vous voulez le faire tourner au moment où vous avez envie. Vous pouvez donc, deuxième option, le mettre directement sur le Pi, le Pi restant par défaut allumé tout le temps, ça ne posera pas de problème. Ou autre option, comme je l'ai fait chez moi, si vous avez, là vous voyez dans le coin, là, les NAS, là, vous le mettez dessus. Il y a des distributions qui permettent d'installer Logitech Media Center. Ici, sur les Synology, il est disponible sous forme d'un paquet, tel quel, et vous l'installez et vous avez absolument tout ce qu'il faut. Donc c'est facile à faire, c'est 2 clics d'installation. Après, vous devez juste lui dire vos fichiers. Il y a un peu de paramétrage. Si vous... Par exemple, à la base, vous avez d'office tout ce qui est Shoutcast, tous les flux, pas Shoutcast, tout ce qui est les flux radio, ils sont déjà recensés dedans. Il y a un annuaire complet, vous pouvez les rajouter si vous voulez, vous pouvez paramétrer votre truc, mais il y a déjà un annuaire complet. Vos listes de lecture, elles vont être récupérées si elles existent sous forme de fichiers M3U dans les répertoires que vous allez spécifier où se trouvent vos MP3, vos OGG, etc. Les plugins, il y a toute la liste des plugins qui sont installés, il y en a certains qui sont préinstallés déjà, dont l'utilité peut être assez discutable. Un plugin screensaver sur un truc audio, j'ai jamais vraiment compris le truc, mais apparemment certains aiment bien avoir des petits trucs qui passent sur l'écran de leur Squeezebox quand elle ne fait rien. Soit. Sinon, le logiciel en lui-même fonctionne toujours sous la forme d'une arborescence. C'est-à-dire que vous commencez par choisir là où vous voulez aller pêcher votre musique, soit le réseau local, et là vous allez avoir une différenciation classique entre artiste, album, genre, année, type, nouveauté, paramétrable avec le laps de temps à partir duquel un morceau est considéré ou pas comme nouveauté, un mix aléatoire, attaquer directement les dossiers de musique, donc aller vraiment naviguer dans l'arborescence qui se trouve sur le NAS ou sur votre PC, attaquer les listes de lecture ou la recherche, donc les trucs classiques. Vous avez la partie radio, où là vous avez toutes les radios qui sont classées par genre, par localisation, par type. Vous avez une fonction locale qui va utiliser des services web pour détecter grosso modo où vous êtes à la louche. Bon, c'est précis, hein. Moi par exemple ici j'habite à Tournai pour mon serveur, mais c'est pas grave, on va dire que c'est bon, et qui va détecter quelles sont les web radios qui sont disponibles localement, ce qui est un peu idiot parce qu'une web radio n'est jamais disponible localement, mais dont l'émetteur, dont le prestataire est relativement local par rapport à votre endroit. Oui, et puis il faut c'est une petite évolution, je fais une parenthèse ici, mais parmi les web radios, même si c'est très international, un flux musical, il n'y a rien de plus international que ça, quelque part, il y a énormément de web radios, de web radios qui parlent, qui sont locales. Et c'est d'ailleurs le petit succès des web radios actuellement, c'est que ça remplace quelque part l'absence de radio très très locale, et donc voilà, petite parenthèse fermée. Non, mais tout à fait, c'est vrai. Et alors, après, vous allez avoir
les applications, donc musique, radio, application. Qu'est-ce qu'une application? Dans l'écosystème Logitech Media Server, une application est simplement un module. C'est une sorte de plugin mais je l'appelle pas plugin à dessein, vous allez comprendre pourquoi après. C'est un module qui va vous permettre de vous connecter sur un service existant. Alors, il faut, donc par exemple Spotify, par exemple Napster, par exemple Tidal, par exemple Deezer. Par contre, il faut savoir que dans la grande majorité des cas, ce ne sont pas des plugins officiels. Il faut savoir également que donc, tous ces services généralement bétonnent assez l'accès à leur catalogue et à leur plateforme. Et donc Logitech Media Server, qui était un logiciel officiel mais qui est tombé dans le domaine public, est devenu un logiciel open source depuis lors, et donc est animé par une communauté très enthousiaste et assez réactive. Et ce sont en fait donc des passionnés qui ont développé leurs propres modules qui sont repris dans la distribution maintenant. Et donc parfois c'est un peu brut de décoffrage. Donc moi par exemple j'utilise pour ma chair et tendre le plugin, le module Spotify qui permet donc d'accéder à Spotify. C'est assez brut de décoffrage dans le sens où vous avez accès à vos listes de lecture une fois que vous êtes connecté, encore une chance, mais ces listes de lecture sont sans aucune arborescence, alors que moi j'ai passé un temps considérable à aller classer toutes mes listes de lecture dans des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, etc. Là, tout est boum, vas-y, tu prends 400 litres de lecture d'un coup. En plus, la présentation n'est pas du tout aussi sexy que sur Spotify. Là, c'est simplement des listes de textes avec parfois des grosses icônes. Et la recherche est un peu hasardeuse par moment. Alors, j'ai pas eu l'occasion, parce que je n'utilise pas du tout le service, de tester les modules Napster, Tidal ou Deezer, mais de ce que j'ai pu voir en lisant les forums et en regardant les captures d'écran, c'est grosso modo la même chose. Et quelque part, c'est compréhensible puisque ces modules doivent se plier à l'architecture imposé par Logitech Media Center. Bon, on se doute aussi que les utilisateurs de Logitech Media Center, etc., essayent, enfin tout le monde, essaye de regrouper tous ces médias au même endroit, ou en tout cas même là où on veut l'écouter. Donc essayer d'avoir accès, j'ai un compte Spotify, voilà, je voudrais bien y avoir accès autant qu'à mes fichiers MP3 de mes podcasts téléchargés par ailleurs et qui se retrouvent à des endroits différents et que tout ça soit centralisé au niveau du player, c'est tout à fait honorable. C'est tout à fait légitime. Est-ce qu'il y a une possibilité de lire des playlists ou de retrouver sa bibliothèque iTunes, par exemple Alors, iTunes, non. Il y a des plugins. Il y a un plugin qui permet de faire un bridge pour iTunes, mais pour être totalement honnête, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Et il y a des plugins que j'ai pas réussi à faire fonctionner du tout. Et en fait, c'est pour ça que maintenant, je viens à la partie plugin plutôt qu'à la partie module. Parce que dans la partie plugin, vous allez trouver à peu près tout. D'accord. Vous allez trouver, alors, vous avez des trucs qui font partie de la distribution de base. Donc, par exemple, vous avez un plugin pour gérer les favoris. Quand vous écoutez un truc qui vous plaît, vous le mettez en favori, vous pouvez le retrouver plus tard facilement. Vous avez un plugin de gestion de liste de lecture. Qui vous permet donc de pousser des trucs au vol. Vous avez différents services qui sont accessibles également, non sous forme de module, mais sous forme de plugin. Par exemple, Last.fm, par exemple MP3 Tune, des trucs comme ça. C'est ça, Vous avez une interface multimédia DLNA, donc une Universal Plug and Play. Vous avez un plugin qui permet d'attaquer directement le Logitech Media Server en ligne de commande. C'est un peu anecdotique, mais pourquoi pas. Et vous avez effectivement... Donc ça, c'est la liste des plugins qui sont activés par défaut. Puis vous avez 50 fois plus de trucs qui ne sont pas activés par défaut et qui vous permettent de faire à peu près tout et n'importe quoi. Et le plugin iTunes en fait partie. Enfin, il y a différents plugins pour iTunes. J'ai pas été capable de faire fonctionner aucun d'entre eux, mais on va voir que c'est pas forcément nécessaire parce qu'il existe d'autres moyens. Et là, en fait, il existe via ces plugins des moyens pour transformer votre Squeezebox, ou à plus forte raison, votre bidule ici, en diffuseur terminal. Diffuseur terminal, ça veut dire quoi ? Vous allez utiliser des protocoles qui sont propres au service que vous utilisez pour diffuser votre musique. Ça a l'air un peu cryptique comme ça, mais on va parler d'un exemple très simple. Si vous utilisez iTunes, il y a fort à parier que dans 99 sur 100, alors soit vous êtes
irrémédiablement masochiste, vous utilisez un iPad, un Mac ou un iPhone. Généralement, ces appareils utilisent un protocole qui est très connu, qui est le protocole AirPlay. Or, par défaut, une Squeezebox, c'est pas AirPlay. Problème de licence, etc. Mais il y a, dans la liste des plugins qui sont disponibles sur LMS, un plugin qui vous permet de transformer vos appareils en récepteurs AirPlay. Et ça fonctionne très bien. Et donc, vous activez ce petit plugin, vous spécifiez les différents appareils sur lesquels, de votre réseau, parce qu'on peut en avoir plusieurs, vous désirez activer ce protocole, et à ce moment-là, vous allez voir sortir sous forme d'une entrée supplémentaire dans le menu AirPlay de vos appareils iOS ou macOS, l'appareil que vous avez désigné. Et là, il vous suffit simplement, comme vous le feriez avec un baffle ou un ampli compatible AirPlay, de sélectionner la destination et pouf, ça sort tout seul. Même chose avec Spotify. Vous avez un module qui émule un plugin qui émule Spotify Connect et qui va vous permettre de retrouver très facilement, dans ce cas-ci, le Picor Player ou le nom que vous lui aurez donné. Comme vous le voyez pour l'instant sur l'écran, si vous regardez notre podcast, vous allez retrouver le Picor Player dans la liste des appareils disponibles pour la diffusion. Je n'ai pas pu tester d'autres protocoles. Je sais par exemple que ça permet aussi... Je ne sais pas s'il y a la même chose par exemple sur Deezer. J'imagine que oui. Le cas échéant, j'ai vu un paquet de plugins Deezer ou un truc de ce style-là dans la liste des plugins. Je dis tout de suite, j'ai pas essayé chaque plugin. Oui, non, mais c'est ça. Il y en a des tonnes. Ça, on vous laissera faire. On vous laissera faire. Et honnêtement, allez-y avec précaution. Parce qu'il y en a, je l'ai dit, il y en a certains où l'une des versions, par exemple, de l'émulation AirPlay était partie pour faire rebooter Logitech Media Center en boucle. Et donc, il a fallu y aller en ligne de commande sur le NAS, effacer les fichiers de config et restaurer un truc. Oui. Donc, il faut quand même faire un petit peu... il faut savoir un petit peu ce qu'on fait quand même. Hein. Mais ceci dit, il y en a pour des heures de chipotage. Alors, par contre, si vous avez juste envie de ne pas vous casser la tête et de transformer un Raspberry Pi en récepteur Spotify, donc en faire un client Spotify Connect, il existe une autre manière qui est beaucoup plus simple, et là je vous ai mis de nouveau le lien ici en bas, ça s'appelle Raspotify. D'accord. Et globalement, vous avez votre Pi normal, vous avez un Raspbian qui est installé dessus. Avec une ligne de commande, vous allez installer un client Spotify Connect, c'est tout. Vous avez une ligne de commande à faire et c'est tout. Et puis vous allez retrouver votre bidule dans la liste des sources autorisées et reconnues par Spotify. D'accord, ok. Dernière question peut-être, on a parlé de compatibilité iTunes, poussons le bouchon encore un petit peu plus loin, Sonos, quand on parle de Logitech, Sonos c'est peut-être pas non plus, c'est un peu l'eau et le feu, donc est-ce que ça se parle ou pas Alors, si tu me laisses 2 secondes, et je m'excuse d'office pour le bruit de mon gros clavier mécanique, je vais aller voir dans la liste des plugins s'il y a un truc Sonos. Par exemple, oui. Alors, du coup... Ça, c'est du direct. Hein. Ça, c'est le clavier mécanique aussi. Il y a un hors-série consacré. Autant s'en servir. Je vous signale qu'il y a un hors-série consacré au clavier mécanique. Celui qu'utilise Marc. Donc, allez regarder dans les archives. Alors, je vais dans les paramètres. C'est pas le truc le plus discret du monde, hein, soyons clairs. Non, c'est du gros quittage, mais je suis amoureux. Voilà. Alors, est-ce que nous avons un plugin Sonos ? Non. Ah, ben voilà. Par contre... On ne sait jamais, il y a peut-être toujours moyen de faire communiquer des choses qui ne veulent pas communiquer. Après tout, il y a bien des gens qui ont essayé de mettre des chiens et des chats dans un sac en donnant un pour voir ce que ça donne. Par contre, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il existe des modules, et de toute façon, à la base même, par son essence même, le système Logitech, avec les Squeezebox, est un système multi-room. Oui, c'est ça. Et donc, ici, vous pouvez très bien avoir plusieurs Pi dans votre maison, plusieurs Raspberry dans votre maison, et vous avez votre propre système multi-room. Oui. Donc, ça fonctionne aussi. On n'a pas besoin de Sonos. Et je rappelle aussi que Sonos, je vais peut-être m'attirer les foudres de Bruno, qui, je pense, est un utilisateur convaincu, mais vous avez différents protocoles, vous avez différents modèles. Il ne faut pas forcément aller sur du Sonos ou du Logitech pour avoir du
multi-room. Philips fait du multi-room aussi, Yamaha fait du multi-room aussi. Donc voilà, chacun fait du multi-room à sa propre sauce. La seule chose, vous devez choisir celui qui vous convient le mieux. Ici, on est sur quelque chose de plutôt ouvert, d'open source. Donc, d'ailleurs, ce hors-série se retrouve dans la playlist logiciel libre. C'est tout dire. Donc, ça permet aussi parce qu'on aime bien ça, il faut le reconnaître, de bidouiller un petit peu quand même. On s'attend évidemment avec ce genre de concept, on le sort pas de sa boîte, on l'installe et ça finit. Je pense qu'il y a quand même un peu de bidouillage à faire parce que soit on aime bien ça, soit parce que c'est nécessaire pour obtenir exactement ce qu'on a envie, quelque chose qui est à façon ce que l'on désire avoir chez soi ou sur son lieu de travail ou que sais-je. Et puis on peut aussi imaginer plein d'autres options, plein d'autres façons de faire avec ce genre d'appareil. On en a parlé entre autres avec les convertisseurs DAC et des choses comme ça. Est-ce qu'il y a encore des choses à rajouter, Marc ? Non, c'est le truc le plus sympa que j'ai jamais trouvé au niveau audio, franchement. J'étais déjà un utilisateur convaincu des Logitech Squeezebox depuis bien longtemps, mais j'étais un peu triste parce que ces appareils ne sont plus vendus alors qu'ils étaient vraiment excellents. C'était un des rares players que j'ai jamais trouvé pour les précédents, donc les anciens, toute la première génération. Les radios, c'était plus grand public, mais les précédents players, j'en ai encore 2 et je les garde précieusement, c'était les seuls qui avaient d'office une sortie optique. C'est ça, et donc là, forcément, vous avez déjà une qualité de son qui est supérieure. Et forcément, voilà. Et quand j'ai vu qu'il y avait moyen de faire ça à peu de frais avec, finalement, juste un Raspberry et en mettant mes doigts dans le cambouis, ce que j'aime bien en plus, le geek en moi a été tout émoustillé. Et on imagine bien. Et peut-être que chez vous aussi, vous êtes tout émoustillé du coup. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. On a dit, on va mettre tous les liens, mais si jamais il en manque, n'hésitez pas à poser la question en commentaire, soit sur YouTube, en dessous de cette vidéo, soit sur notre site lestechno.be. Marc, ce sera un plaisir de vous répondre et de vous donner des informations complémentaires éventuellement. Donc, n'hésitez pas à partager aussi votre expérience avec la communauté. Ça fait toujours plaisir. Merci, Marc, pour ce hors-série très fouillé concernant ces petits... Avec plaisir. J'allais dire bitonio, mais c'est pas des bitonio. C'est un bitonio logiciel. Voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt, au revoir.